journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur Tambra Télévision, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information. Le syndicat national des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes Saint-Famet a entamé depuis ce matin une grève d'avertissement de 48 heures sur toute l'étendue du territoire national. Constat dans ce reportage de Zainab Gagara et Abdelraouf Dayabou. Les patients toujours assis en attente des médecins. Les portes restent fermées, les salles de soins, les services des médecins d'hospitalisation. C'est le constat qui se dégage ce matin à l'occasion de grève de 48 heures d'avertissement de Saint-Famet. Tout en sachant que le médecin, tout comme les autres travailleurs, ont le droit de revendiquer pour l'amélioration des conditions de vie et de leur travail. Le secrétaire général du Saint-Famet est revenu aussi sur les raisons de cette grève avec service minimum. Suite au non-écoute du gouvernement par rapport à notre mot d'ordre, donc c'est un seul point, à savoir la mise en solde de nos 300 collègues recrutés. Aujourd'hui, nous avons entamé notre grève de 48 heures dont on dit c'est d'avertissement. Donc le constat se fait de lui-même, vous avez vu, vraiment tous les services où c'est les médecins qui sont concernés sont fermés. Les camarades ont respecté copieusement le mot d'ordre de grève. Donc à 20h, c'est vrai, ils nous ont appelés, mais on avait convenu de nous trouver quelque chose de concret parce que le point qu'on demande, c'est un peu non négociable parce que c'est une question de survie. Là où vous prenez les gens, vous les amenez en brousse depuis plus de 7 mois et que vous les payez aucun, alors que c'est des pères de famille. On a dit que ce point est non négociable et le gouvernement, à partir de notre rencontre de lundi, n'a pas eu de solution pour nous. C'est pourquoi notre préavis a couru jusqu'à commencer à être mis en exécution. Notons que le syndicat national des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes Saint-Famet s'est dit plus que jamais déterminé jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Et le contexte de Covid n'est pas aussi synonyme de suspension de notre vie, nous-mêmes d'abord. Parce qu'avant d'aller vers le Covid, il faut qu'on s'assure que nos militants puissent être vraiment en mesure d'être dans les conditions de survie et de travail. Celui qui n'a pas un revenu mensuel, un père de famille, moralement ne peut pas travailler convenablement. Nous avons demandé à la population de nous comprendre. On a dos au mur, on ne peut pas continuer à regarder l'État et que nos camarades restent sans aucun franc à chaque fin du mois. C'est une certitude mathématique dans la mesure où ils n'ont pas eu de solution. Dès demain, Inch'Allah, on va vous revenir avec un nouveau préavis, cette fois-ci pour 3 jours. Et si on n'a pas eu de solution, j'espère que le mois de février risque d'être plus chaud. Enfin, les autorités en charge du secteur sanitaire devraient revoir cette situation relative à la plateforme revendicative du Saint-Famet pour mettre fin aux perturbations de ce secteur social de base. À cette période électorale, la jeunesse joue un rôle prépondérant de la promotion de la paix et la cohésion sociale. Pour le président du Conseil national de la jeunesse, Aliou Oumarou, la participation de cette dernière dans tout le processus est encore importante. Il est au micro de notre stagiaire Rachidatou Abdelkadri et Ibrahim Kantama. Quand vous vous référez au fichier biométrique, vous constaterez aisément que plus de 53% des personnes enregistrées étaient des jeunes. Donc naturellement, vous allez constater un engouement très fort lors des élections passées, les élections de décembre. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, pendant plus de 3 ans, au niveau du Conseil national de la jeunesse, nous nous sommes fortement mobilisés pour sensibiliser la jeunesse à s'intéresser à la vie politique. Parce que de tout temps, les jeunes se plaignent de mauvaise gouvernance, de manque d'emploi et de tous ces maux qui minent la jeunesse.
Or, pour changer véritablement les conditions de vie et de travail de la jeunesse, il va falloir que cette jeunesse s'intéresse à la vie politique. Ce qui fut fait, puisque dans l'histoire du Niger, jamais nous n'avons enregistré autant de jeunes au niveau des élections locales, législatives et présidentielles. Et je pense que cet engouement va amener un véritable changement dans la gouvernance de notre pays. Le deuxième tour des élections présidentielles prévues pour le 21 février prochain se fasse aussi dans un climat apaisé, mais aussi qu'il y ait une forte mobilisation des jeunes, qu'ils partent en tout cas élire dans le calme, dans la tranquillité, en tout cas le candidat qu'ils estiment fera de ce pays un pays où il fera bon vivre, un pays où les jeunes auront suffisamment d'emplois, un pays dans lequel la question de la sécurité sera une priorité, mais aussi un pays dans lequel il sera bon à investir, mais surtout à investir pour les jeunes qui comptent entreprendre. Donc nous souhaiterons que ce pays, les jeunes ont compris qu'il nous appartient tous et qu'il n'est pas question qu'un jeune se retrouve, par exemple, en prison pour avoir voté correctement, mais aussi qu'on fasse en sorte que cette alternance démocratique qui s'est dessinée puisse se perpétuer encore et encore. Parce qu'aujourd'hui, le Niger est cité en exemple de démocratie. Il faudrait que la jeunesse en tire profit, que la jeunesse en fasse une priorité dans leur action quotidienne pour que le Niger demeure un pays où il fait bon vivre, un pays développé. Parce que la question de voie de développement, je pense qu'il est révolu. Il faut que le Niger soit véritablement cité dans les pays développés dans les prochaines décennies. Parlons de la culture dans cette édition consacrée à la diversité culturelle dans notre pays, un facteur aussi important qui contribue à la cohésion sociale dans notre pays. Reportage à Aïchatou Aboubakar, Abdelraouf Tayab. Le mariage entre les différentes communautés et tribus, le brassage des langues locales et même des cultures sont entre autres les éléments qui définissent la diversité culturelle dans notre société au Niger. Cette diversité tant pratiquée par nos ancêtres a aussi contribué dans la promotion de la culture du pays, pour ne citer que cela. Au Niger, tout le monde sait que le slogan c'est « tous d'un même père, d'une même mère » et c'est le Niger qui gagne. Nos autorités ont toujours lutté pour que cette cohésion soit. Et la cohésion marche, vous avez bien fait de le dire, parce que nous avons une solidité culturelle qui fait que cette cohésion-là puisse être ancrée. Et c'est dû à la diversité, effectivement. C'est dû à la diversité étant donné que des indépendances à aujourd'hui, tous nos chefs d'État qui se sont relayés ont toujours mis l'accent sur, n'est-ce pas, la mise en exergue de cette diversité culturelle-là, qui fait que de l'est à l'ouest, du nord au sud, les populations ont toujours des occasions de brassage. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au temps des indépendances jusqu'à l'avènement des militaires au pouvoir, il y avait toujours eu la semaine de la jeunesse. La semaine de la jeunesse qui permettait à toutes les couches socio-culturelles du Niger de se retrouver dans une des régions du pays pour sympathiser. Et les liens se soudaient. Était arrivé le CMS, c'est-à-dire le régime des militaires avec à leur tête le feu général Séni Kounché, qui a mis l'accent sur cette cohésion-là. En faisant quoi? En créant le Festival national de la jeunesse, parce que nous parlons de diversité culturelle par rapport à la cohésion sociale. C'est pourquoi le gouvernement d'antan, particulièrement les autorités de la 7e République, à travers le ministère de la Renaissance culturelle et la modernisation sociale. Plusieurs actions ont été entreprises dans le but de promouvoir la culture, le bien-être et la cohésion sociale. De brassage en brassage, les jeunes de tous les coins du Niger se sont mariés les uns contre les autres, qui fait que les familles se sont confondues. Et ce qui fait que, au plan ethnique et social, il n'y avait plus de différence en fait entre les ethnies. À un moment donné de l'histoire du Niger, c'est comme si le Niger n'a qu'une seule ethnie. Le Haoussa s'est marié avec
la Zarma s'est mariée avec le Toubou s'est marié avec le Touareg, et ainsi de suite. Il y a eu ce brassage-là. Et au plan culturel, nous parlons d'une même voix. Aujourd'hui, que ce soit sur vos télés, sur vos radios, qu'il y ait un événement, vous avez compris, ça se relaie dans presque toutes les langues, comme si c'était une seule langue. Et nous allons continuer à mener notre Niger de cette manière-là, Inch'Allah. C'est pour dire que la diversité culturelle est vraiment un socle solide pour la cohésion sociale. Ça, il n'y a même pas de doute à se faire là-dessus. La diversité culturelle fait partie des facteurs qui contribuent sans nul doute à la cohésion et à la quiétude sociale dans notre société. Cependant, le gouvernement devrait accompagner cette dynamique dans ses politiques sur la culture du civisme d'autre part. Autre aspect de cette édition, la célébration des cérémonies demande de plus en plus des moyens pour certains, malgré que les cérémonies sont des unions sacrées recommandées par notre religion. Aboubakar Abdou, Abdelmoumouni, Abdraman. En cette ère du XXIe siècle, un moment où le monde est devenu un village planétaire, on constate avec amertume parfois des dépenses ostentatoires lors des cérémonies de mariage dans notre société. Des jeunes, notamment au Niger, sont concernés par cette question lors de leur mariage. Pourtant, le mariage est une union sacrée qui ne suscite pas de gaspillage comme recommandé par notre religion en Afrique. Quelque part, ce n'est pas véritablement à condamner. Mais lorsque ça dépasse les normes, ça dépasse ce qui est normal, ça devient autre chose. C'est comme si on veut s'imposer, on veut montrer aux autres qu'on a. En un mot, on se compare aux autres et ça frustre les autres. Et c'est cette frustration qu'il faut chercher à éviter. Ce n'est pas parce qu'on a invité des gens et que c'est une occasion qu'on a et qu'on trouve maintenant de leur montrer ce qu'on a. Et souvent, en vérité, les gens ne possèdent même pas ce dont ils font preuve posséder. Ils font de l'ostentation pour montrer justement, voilà ce qu'ils sont. En fait, un peu du faux, pour montrer aux autres qu'ils ont une place importante dans la société. Alors qu'en réalité, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si vous avez des biens, partagez avec les pauvres, donnez aux autres. C'est là où on saura réellement vraiment votre capacité de réussite sociale. Mais si tant est que vous invitez les gens, mais vous leur montrez que vous avez beaucoup de moyens et vous les frustrez ainsi en faisant des mécontents parmi eux, je pense qu'il y a un problème. Selon toujours le socio-anthropologue Dr Sani Janjouna, ces gaspillages constatés lors de nos mariages ne sont que des stratégies pour certains afin de prouver qu'on possède des moyens naturels et matériels. Les conséquences par rapport à ce genre d'ostentation au cours des cérémonies renvoient en fait à une certaine forme de rupture dans les liens sociaux. Ça crée une scission entre les riches et les pauvres. Et ça frustre, comme je l'ai dit, les pauvres. Les pauvres se sentent diminués. Tandis que les riches, eux, ils vont continuer à exploiter cette frustration pour montrer une certaine forme de rupture. Comme si il y a une classe des pauvres et il y a une classe des riches. Comme si il y a un Niger des pauvres et un Niger des riches. Et surtout, ça donne lieu à tout commentaire. L'origine de vos richesses. Les gens sont libres d'interpréter ça comme ils veulent. Parce que souvent, si c'est gagné à la sueur du front, c'est rare que les individus procèdent à du gaspillage. Mais lorsque c'est du vol, lorsque c'est vraiment des trucs qui viennent de l'escroquerie ou d'une certaine manière, en tout cas illicite, ça renvoie justement à cette capacité à dépenser vraiment sans compter. Ce qui est important, c'est de chercher le juste milieu sans pour autant procéder à l'ostentation pour se montrer en frustrant les autres. Enfin, les mariages dans notre société nécessitent plus de dépenses au-dessus de nos moyens. Les autorités coutumières auraient de lourdes responsabilités afin de sensibiliser et cadrer aussi certaines pratiques qui ne répondent pas à nos réalités.
Dans le cadre de l'organisation de la fête tournante du 18 décembre, la ville de Difa a bénéficié de plusieurs infrastructures. C'est le cas de l'aéroport régional qui est en cours de modernisation. Qu'est-ce que cela va changer et qu'en est-il des autres chantiers? Éléments de réponse avec le président du comité et les responsables techniques des travaux avec le studio Klango. La rénovation de l'aéroport de Difa, ça permettra d'accueillir après rénovation tout type d'avion qui est en circulation dans la zone. Et quand vous prenez la position de la ville de Difa, sur un certain nombre d'axes de transit de grandes compagnies internationales, c'est un point idéal pour faire escale et faire le refueling. Si les conditions sont réunies, effectivement, les compagnies n'hésiteront pas à utiliser cet aéroport-là pour ce refueling-là. Et voilà pourquoi nous avons créé les conditions pour que cet aéroport-là puisse servir à ce genre d'activité. Sans compter que nous avons prévu la construction d'un certain nombre de chambres froides qui vont nous permettre d'exporter partout où on voudra du poisson frais au lieu de le faire sous forme fumée tel qu'on est en train de le faire aujourd'hui, de pouvoir exporter du poivron frais au lieu de le faire sécher en train de surplomber des camions sur des hauteurs de 10-15 mètres. Donc toutes ces conditions-là, nous sommes en train de les réunir pour que effectivement l'économie de la région connaisse un essor grâce à ces investissements-là. Nous, on a commencé à faire le nettoyage d'abord. Quand on est venu, on a rasé d'abord parce qu'ici, il n'y avait rien du tout là. On a déjà commencé aussi, c'est là où vous avez vu tout à l'heure, le taxiway et le parking. C'est là où il y avait des cabanes des militaires là. On les a déplacés et puis on a élargi cet endroit-là. Et on a commencé aux travaux infrastructures. D'autre part, il y a le mur qui entoure. Avant tout, les conditions météorologiques, ça nous a un peu fatigués. Comme le soir, il fait froid, dans la journée, il y a la poussière, tout ça, mais on s'habitue, quoi. Pour nous, c'est l'endroit le plus sûr du monde ici. Et puis, partout, il y a des militaires et puis on se sent sécurisé ici. Là. Nous avons déjà des docteurs et puis une équipe médicale où nous avons une clinique. Nous avons des tentes vides aussi, au cas où il y aura les cas corona. La durée du travail, c'est 8 mois. Mais on va essayer de livrer avant la date de livraison, avant le délai. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.